Bonjour à tous. Ah bonjour, hein. Comment ça va, Ronan? Bien dormi? Difficilement. Moyen, hein. Difficilement. Il est 8 h de 4 minutes passées. Nous sommes le jeudi 29 décembre de l'an 2022. Bienvenue sur le deuxième jour du projet Francis. Bonjour. Et puis, écoutez, moi je propose qu'on entame déjà, vu qu'on a 4 minutes de retard. Oui, on va entamer directement avec la chronique de Ronan qui portera sur... Alors, avant même d'enchaîner sur une chronique qui va aller parler des 4 défenestrations de Prague, ça a l'air très très chiant. Et pourtant, c'est la manière dont le monde a changé 4 fois parce qu'on a balancé un type du haut d'un hôtel de ville quelque part dans une ville d'Europe centrale. Déjà, premièrement, c'est vrai, est-ce que tu sais d'où vient le dollar? Le mot dollar. Le mot dollar, non. Voilà. J'imagine que quand les États-Unis se sont fondés. Ça remonte à bien plus en Washington, arrière tout que ça. ça. Ah ouais. Au XVe siècle, quelque part en Europe centrale, justement, chez un pays qui se trouve à peu près ici, c'est pour ceux qui ne sont pas bons en drapeau, c'est la République tchèque, se trouve un petit village minier à l'est de la Bohème qui s'appelle Thaler. Thaler est exploité, en fait, une sorte de ville libre où les seigneurs n'ont pas d'énormément de taxes et donc du coup, le commerce de l'argent qui est issu de la mine permet de développer très fortement le commerce, etc. On se met même à frapper des monnaies à l'effigie du seigneur local et de la ville. Et ça s'appelle du coup la monnaie de Thaler. Et suite à des événements qu'on verra un petit peu après, ça va être partiellement freiné, puis ça va reprendre très fort. Et il se trouve que cette monnaie-là va se répandre un peu partout en Europe, dans la Ligue hanséatique, c'est-à-dire quelque part en Baltique, puis chez les Néerlandais, quand la République va être fondée un siècle plus tard, etc. Et cette monnaie, on va la retrouver un peu partout en Europe, dont dans les premiers bateaux qui vont se retrouver dans le Nouveau Monde. Ah, Les premiers bateaux qui vont fonder, par exemple, alors ce qu'on appelle aujourd'hui New York, mais ce qui à un moment s'est appelé la Nouvelle-Angolème, puis la Nouvelle-Amsterdam, suivant les pays qui ont posé le pied dessus ou qui l'ont récupéré. Et c'est via les Néerlandais qu'on va récupérer le thaler, qui était cette monnaie d'argent, qui va être récupérée par les Américains et leur accent anglais de l'époque, comme un peu pour nous les Québécois avaient un accent différent, vu que le québécois c'est un petit peu le parler français du 17e, 18e. Eh ben, ils vont déformer ce mot-là et ça va donner le dollar au long terme. d'accord. Voilà. Donc le dollar a été importé au même titre que les personnes qui Tout à fait, oui. se sont installées Beaucoup- sur cette île. Enfin, peut-être qu'il y avait une monnaie locale à la base chez les indigènes, mais je ne pense pas, vu que la frappe de monnaie est quelque chose d'assez réservé aux gens qui n'étaient pas du nouveau continent, bien qu'on a parfois des traces de forge. Bref, du coup, commençons un petit peu sur notre petite chronique. Alors, Je vais m'installer là-bas. je vais te faire un petit peu interagir. Est-ce que tu as un bout de papier avec toi Un bout de papier, et ça un peut se stylo? faire. À un Ça peut se- moment, ça va te servir. Ça peut se faire. Voilà. Et c'est un morceau de papier qu'il faudra pas que tu montres au public. Ouais. C'est une chose importante. Ça, c'est Je crois planning qu'il de doit en avoir Francis. par là. Donc, Pas du tout. prenons une simple carte de l'Europe et allons nous voyager. Hop là. Regardez les petits papiers Francis là. On dirait qu'elle est très vieille la carte, alors qu'en vrai, Hop là. pas du tout. Petite Hop. affichette toute neuve. Voilà, bon, elle sera très sommaire, Tu mais peux du coup, peut-être la mettre en full screen. oui, même parfaitement. On va se retrouver ici, en République tchèque. À une époque, la République tchèque et la Slovaquie formaient un seul pays. Mais nous, à l'époque où on va aller, on va se retrouver en 1419. Pourquoi en 1419? Peut-être que certains d'entre vous sont des adeptes de jeux vidéo et connaissent le jeu Kingdom Come Deliverance, qui est un jeu qui se passe au Moyen-Âge et qui se passe justement en Bohème. La Bohème, qui est la région principale qui se trouve au centre de la République tchèque. Et on y joue un personnage qui joue des actions, qui fait des complots à l'époque d'un passage de règne. En fait, à cette époque-là, on a eu un grand roi qui était aussi empereur du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire une entité qui rassemblait l'Allemagne, une partie de la Pologne, le Liechtenstein, mais bon, ça c'est un détail, l'Autriche, ça. Une grosse entité où un empereur avait un droit à dire sur toutes ces terres. En Un peu réalité, comme c'est aujourd'hui avec le Commonwealth. Oui, oui, alors c'est un peu plus compliqué. Et puis il y a beaucoup plus de problèmes religieux que dans le Commonwealth. Mais c'est une autre histoire. Si je commence à me lancer dessus, on va mal se passer. Et du coup, c'était Karel IV, ou Charles IV en français. Et c'était un très bon roi. Et du coup, pour ceux qui ont joué à Kingdom Come, normalement, vous l'avez vu dans le début, c'était un roi très compétent. Puis il a eu un fils, Venceslas IV, qui était quelqu'un de vraiment pas très très doué pour la job. Et donc du coup, il va se vautrer et il va créer beaucoup de mécontentement, dont du mécontentement religieux. Mais non pas parce qu'il va dire « Écoutez les gars, aujourd'hui j'ai décidé de changer de religion ». Non, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, sa manière de gérer les impôts et de dire comment est-ce que le roi perçoit ses impôts sur le domaine royal, parce que le roi ne perçoit pas les impôts sur tout le royaume,
il a des endroits qui lui appartiennent spécifiquement à lui, le reste c'est au petit seigneur. Et il va faire passer des impôts par l'église, vu que tout le monde va à l'église théoriquement à l'époque, tout le monde y croit, du moins la plupart. Impôts, quoi. Voilà, et il y a des manières de faire, des manières de récolter de l'argent, des manières même de l'église de réguler les mœurs qui vont pas plaire en fait en Bohème à cette époque-là. Et ça va lancer ce qu'on va appeler le mouvement hussite avec un H, qui vient de Jan Hus, qui est entre guillemets la première manifestation de ce qu'on peut appeler le nationalisme tchèque. En fait, ce monsieur-là, il va dire écoutez, moi je suis prédicateur, j'ai une formation de prêtre, etc. Sauf que moi je trouve que l'église, ce qu'elle fait, c'est vraiment pas cool. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est tout à fait normal. C'est aussi au cours d'histoire, il y a un certain Martin Luther, un siècle plus tard, qui va commencer à placarder des affiches sur les portes des églises et qui va lancer ce qu'on va appeler le mouvement de la réforme, qui va créer le mouvement protestantiste. Sauf que lui, il est vachement en avance, Jan Hus, et il va se dire écoutez les gars, moi j'aimerais bien que ça change parce que ça commence à, enfin on en a beaucoup là de payer et en plus ils font n'importe quoi de notre argent. Le petit problème, c'est que Jan Hus va se faire choper, il va se faire mettre sur un bûcher. Et ces derniers mots seront Pravda viteje, ce qui veut dire littéralement la vérité prévaudra, ce qui est aussi aujourd'hui comment est-ce qu'on dit, le motto, quand tu as une petite phrase qui définit un pays, nous c'est liberté, égalité, fraternité. Pour la République tchèque, c'est ces derniers mots. La devise. Voilà, donc ces derniers mots sur le bûcher de ce monsieur en 1415 seront ces derniers seront rentrés dans l'histoire. Sauf que ce qu'il a laissé, ça va déclencher plus de 5 croisades à la suite, ce qu'on va appeler les croisades du Cid, c'est-à-dire réprimer des gens, etc. Qui va être poursuivi par son pote Jan Zelewski, dont on a un petit peu rien à faire. Mais du coup, il faut savoir qu'en 1419, il y a une manif qui passe devant l'hôtel de ville de Prague, qui partiellement aujourd'hui fait partie du château, pas entièrement. Enfin bref, il faut s'imaginer que depuis le château, vous avez une belle vue et il y a une grande descente. Et il se trouve que devant cette descente, vous avez une manif de gens vraiment pas contents. Et ils disent écoutez, ça coûte cher, ce qu'on a protesté avant, la vie va pas mieux, l'église se fout toujours autant de notre figure, etc. Et depuis l'hôtel de ville, on ne sait pas de qui, un pavé va partir. Oula. Et avec la descente, Il le est parti. pavé, on ne sait pas qui est-ce qui le touche, mais il va sûrement toucher quelqu'un dans le crâne et il va probablement le tuer. Mais tout étant que ça va énerver énormément la foule, qui va rentrer dans l'hôtel de ville, qui va sortir 7 échevins. Les échevins, en gros, ce sont des sortes de magistrats religieux qui sont engagés par le Seigneur. En gros, ils font la loi, mais ils sont aussi pris Dieu le soir. Ils vont être jetés par la foule en contrebas, et la foule aura prévu en contrebas des pics, des gens qui tiennent des pics. Et ils vont être empalés. Ce que ça va créer, c'est que ça va encore plus aggraver la croisade du Cid dont je vous ai parlé auparavant, qui consiste à dire si vous n'êtes pas d'accord avec l'église, on vous trucide. Mais d'autant plus, je vous ai parlé juste avant de Venceslas IV qui avait un règne horrible. En fait, du coup, vu qu'il est tellement nul, son voisin, le Hongrois, qui est un peu son cousin aussi, veut le dire je m'appelle Sigismond Ier, j'aimerais bien prendre ton royaume. Enfin, du coup, pas de la plus cool des manières. Et Sigismond va s'y reprendre à plus de 5 fois pour essayer de lui péter la figure. Sauf que personne n'aime Venceslas IV, mais personne n'aime encore moins se faire prendre son propre pays. Donc les Hussites vont mener des armées, etc. Et jusqu'en 1436, on va se retrouver avec des back-to-back de finalement c'est les Hussites qui gagnent, finalement c'est les Hongrois qui gagnent, finalement l'église s'est armée, du coup les Hongrois regagnent. Et ça va se terminer sur une sorte de non-lieu où les modérés en fait des Hussites vont obtenir des avantages, des tolérances sur la religion avant même que le protestantisme soit inventé. On aura eu une réforme de l'Église qui aura été localisée à l'intérieur de l'Europe centrale et ce qui va mener du coup aux troubles plus tard du protestantisme. Parce qu'on n'a pas commencé à penser comme ça pour rien. Si tu nous en parles aujourd'hui que nous on n'est pas au courant de toute cette histoire, c'est que ça n'a pas duré. Ah, comment ça n'a pas duré? Dans le temps, cette nouvelle réforme d'église... Ah si, justement, parce que en fait ça n'a pas duré dans le temps. On se souvient pas de Jan Hus, par contre on se souvient très bien de Martin Luther King. Martin Luther tout court. Oui, pardon, une différence de couleur de peau, d'Europe et puis même de contexte, plus de 500 ans d'écart. Mais non, ce monsieur-là, il n'a pas sorti ses idées de nulle part. On peut très bien se dire que quand même, les gars, si vous arrêtez de payer l'église pour avoir des faveurs, ça nous semble couler de source, tomber sous le sens. Et pour autant, pour l'époque, c'est pas forcément si évident. Martin Luther va pas chercher ses idées n'importe où. Et vu que le royaume de Bohême était dans le Saint-Empire romain germanique où se trouvait un certain monsieur Martin Luther quelque part en Allemagne, ici pas loin d'Aix-la-Chapelle, ses idées lui sont probablement arrivées par ici. Mais du coup, ça nous emmène à la deuxième défenestration qui est un peu plus anecdotique mais qui pourtant est dans la suite des événements. En 1468, c'est un peu la continuité du bordel précédent. Je pense que le terme bordel est vraiment très mesuré. En fait, les Hongrois ont encore décidé de continuer de faire chier tout le monde, surtout les Tchèques donc,
Et il faut savoir qu'ils avaient un roi qui était très populaire, surtout très charismatique et surtout qui gagnait des batailles. Bizarrement, ça aide à garder son royaume. Oui. Il s'appelait Mathias Corvin, vous pouvez le voir sur Wikipédia, c'est un monsieur qui a quand même très bien réussi sa vie, en plus d'être à peu près beau gosse sur la plupart des portraits, ce qui quand même pour les trucs de profil médiéval est assez rare, et sans paraître creepy du moins. Et les Hongrois vont lancer une sorte de coup d'État catholique qui va essayer de renverser en fait le roi de Bohême, et qui vont essayer de remettre en place des valeurs chrétiennes qui avaient été renégociées. Il y avait toute une histoire autour de l'Eucharistie, etc. Et on va se retrouver avec les envoyés hongrois qui étaient venus faire le coup d'État avec des hommes en armes. Les hommes en armes vont voir repasser leurs envoyés qui sont passés dans l'hôtel de ville par la fenêtre. Et la foule va arriver et va trucider tous les soldats. Et cette chose-là, c'est ce truc dont je vous parlais quand je vous parlais du dollar. En fait, ces troubles-là vont créer une telle défiance envers les monnaies qui viennent d'Europe centrale, dont celle tchèque, va faire tomber le taux du thaler, et personne ne va vouloir l'utiliser pendant plus de 20-30 ans à l'international. C'est-à-dire que si ça avait continué de durer, et que là, imaginons, ils auraient raté partiellement le coup d'État, mais pas autant que maintenant, eh ben le dollar ne s'appellerait peut-être même pas le dollar, parce que cette monnaie aurait été beaucoup moins populaire. Maintenant, passons vraiment dans une chose intéressante. On va passer à 1618, et là, Cédric, j'ai demandé sur un papier, sachant que la population d'Europe, à cette époque-là, en 1618, si je ne m'abuse, c'est à peu près au grand maximum, si on prend vraiment à l'Est, 150 millions. Si une guerre éclatait pendant 30 ans, à tout hasard, combien de morts ferait-elle? À tout hasard. Pendant combien de temps la guerre? 30 ans. 150 Ne me millions. dis pas la réponse, tu écris la réponse sur papier, tu gardes ce papier caché, on y reviendra plus tard. Du coup, ce qui va se passer en 1618, en fait, il faut revenir un petit peu en arrière. On a toujours des problèmes avec la religion. Du coup, en 1755, un petit peu en arrière, on a eu ce qu'on appelle la paix d'Habsbourg, qui a décidé que pour que tout le monde soit chill, si votre souverain local il est protestant, eh ben, c'est-à-dire que les habitants du coin doivent être protestants. Si votre souverain local est catholique, eh ben, tous les habitants doivent être catholiques. D'accord. Sauf que parfois il y a des jeux de succession, parfois il y a des invasions, ce qui fait que votre souverain parfois il change sans votre bon vouloir. Donc vous changez aussi. Et parfois ça pose des frictions. Et il se trouve qu'en 1612, l'empereur du Saint-Empire romain germanique décide de changer la capitale. Avant c'était Prague, ce qui lui a donné un certain statut. Et vu que maintenant le nouvel empereur est autrichien, il décide de délocaliser à Vienne. Déjà ce qui laisse moyen chaud la plupart des habitants de Prague et les Tchèques, parce que la perte de prestige, de commerce, etc. Mais en plus, il leur met un gouverneur tyrannique qui n'a rien à faire des valeurs protestantes, etc., qui sont très implémentées dans la Bohême à l'époque. Et donc du coup, ça va commencer un petit peu à chauffer, il y a des tensions qui vont se créer. Et tout ça va éclater quand le roi de Bohême, qui est un nouveau roi, qui s'appelle Ferdinand de Styrie, est catholique, et va décider en fait, de simplement faire un retour en arrière, et dire, bon écoutez, tout ce que vous avez gagné, même sous les Hussites, c'est-à-dire il y a plus de 200 ans en arrière, mais écoutez, j'ai décidé qu'aujourd'hui on va le foutre à la poubelle, et puis on va revenir directement à l'église, vive le pape. Ça va pas mal grincer des dents. Effectivement. En fait, en 1617 même, avant même qu'il déclare ça, les tensions étaient déjà telles depuis 1612 qu'une sorte de crise intérieure va dégénérer en rébellion ouverte. On va avoir des incendies dans plusieurs villages qui entourent Prague. On va avoir des raids de pillards. En fait, ça va créer une grande vague de banditisme plus qu'une grande vague de protestation en premier lieu. Mais le 5 mars 1618, après que la Ligue catholique, c'est-à-dire la sorte d'armée privée qui sert le nouveau roi de Bohême, ait fait fermer un temple à Broumov, qui est un petit village au nord de Prague, et qu'elle ait fait raser une église dissidente, qui donc du coup prêchait contre les catholiques, malgré les interdictions, eh ben, les nobles de Prague se sont réunis dans l'hôtel de ville une fois de plus. Vous me voyez venir. Sauf que rebelote. Dedans, on n'a pas seulement les nobles de Prague, on a aussi les représentants catholiques, des représentants hongrois, des représentants autrichiens, bref, un petit peu partout du Saint-Empire romain germanique. Pourquoi ? Parce que ces troubles-là, ça fait un moment qui dure, et surtout, vu qu'on a vu comment est-ce que s'est passé la réforme, l'avènement du protestantisme, on se dit, si on laisse traîner encore une fois, ça va rééclater, ça va être de nouveau le foutoir partout. Oui, on va pas se faire avoir. On va venir leur parler avant. Le petit problème, c'est que c'est bien de vouloir venir parler aux gens, sauf que si vous êtes ferme et que vous ne voulez rien négocier, vous n'allez rien obtenir. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver à une partie des nobles de Prague, avec la foule qui attend en bas, toujours, qui va se retrouver à rebalancer par la fenêtre. Maintenant, une fenêtre un peu plus haut, on va passer de 17 mètres à 28 mètres. Ah oui.
mais ils vont pas mourir vu qu'ils vont tomber dans du foin et des choses qui ne sentent pas bon comme des excréments de chevaux. Comme dans Assassin's Creed. Oui, oui, voilà. Enfin, ils nous font un petit saut de l'ange et ils vont se retrouver en bas. Par contre, à la merci de la foule, ce qui va être beaucoup moins cool que simplement tomber. Et ils vont se faire littéralement démembrer. On va se retrouver du coup dans 3 ans de chaos entre 1618 et 1621. C'est l'événement qui provoque les 30 ans de... Où, on va y venir, justement, parce que entre 1618 et 1621, on va avoir une guerre, une sorte de guerre civile en Bohème où les protestants vont affronter les catholiques, etc. Et au-delà de ça, vu que l'événement était un peu vu comme ok, on va faire une médiation entre protestants et catholiques, vu que ça dérape, bah, les princes protestants du Saint-Empire romain germanique à l'intérieur de cette Allemagne vont commencer à soulever et dire oh, on va pas se faire marcher dessus. Les catholiques de ce côté-là font de même. Et c'est là que du coup des royaumes de la Norvège, la Suède, le Danemark qui sont protestants vont se mettre à se ranger de leur côté. Les Pays-Bas espagnols, non pas ces Pays-Bas-là qui sont eux-mêmes protestants, mais l'actuelle Belgique, ce qu'on appelle donc à l'époque les Pays-Bas espagnols, vont servir de base avancée aux Espagnols qui sont catholiques pour venir tabasser à l'intérieur même du Saint-Empire romain germanique, vu que c'est la famille de Habsbourg qui dirige l'Espagne et le Saint-Empire romain germanique, ce qui fait que bon, ils ont des connexions faciles, la consanguinité, on ne parlera pas de Charles XII d'Espagne qui avait 28 moyens de retracer son grand-père de manière directe. Oui, non mais il était prognate, très déformé, bref, il était bègue, il votait tout le temps, très compliqué. Il n'a pas eu de descendance, bizarrement, il n'arrivait pas à procréer, on se demande bien pourquoi. Et tout ça va nous mener à 1621 où finalement en République tchèque, en Bohème, ça va se faire mater et ça va calmer les choses. Sauf que la poudre est partie. Et la guerre de 30 ans, c'est une des rares guerres qui va durer le nombre d'années qui est annoncé en fait. Vous avez la guerre de 7 ans. C'est pas un arrondi quoi. Non, la guerre de 7 ans va en durer 9, la guerre de 100 ans va en durer 114, mais la guerre de 30 ans dure vraiment 30. Ce qui est assez notable, surprenant. Et cette petite guerre, du coup, déjà que je t'ai annoncé les principaux belligérants, on va avoir la Pologne pour les catholiques qui vont se rajouter, alors qu'ils viennent de finir de taper sur les Russes. Les Polonais sont les rares, et même voire je crois les seuls, à avoir atteint Moscou, à avoir gardé Moscou dans toute l'histoire de la Russie. Donc c'est quand même pas mal. Félicitations. Oui. Ensuite, faut dire que vu les troupes politiques à l'époque, et vu la taille de la Russie, vu que c'était pas encore autant éteint du l'Est, c'était peut-être une partie différente. On va voir aussi la France qui va rejoindre. Et là, on se dit, mais du coup, les Français, on est bons catholiques. Bah oui. Du coup, on va rejoindre les catholiques. Non, mais c'est pas l'époque où il y a des embrouilles avec Henri IV, tout ça. En fait, c'est très simple. Il y a débat déjà, non ? Non, c'est même pas une histoire de religion. Nous, on est français, donc on adore gagner des batailles. On a le plus grand nombre de batailles gagnées dans l'histoire. Mais c'est surtout qu'on a un ego de dingue. Et quand on voit les Espagnols qui sont en train de mettre une démontée incroyable aux protestants, on se dit, les Espagnols sont quand même nos rivaux sur le continent, pas sur mer. Mais parce que c'est plutôt nos alliés contre l'Angleterre, pour le coup, quand on parle du terrain maritime. Mais sur terre, c'est nos ennemis, entre guillemets. On s'est pas mal disputé la Navarre qui se trouve ici, qui au final restera à l'Espagne, mais on la revendiquera toujours. C'est pour ça qu'on continuera toujours de dire jusqu'à la fin de la monarchie le royaume de France et de Navarre, même si on l'avait plus. Et du coup, on va voir les Espagnols qui réussissent super bien. On va se dire, ça commence un petit peu à nous caguer là. On va peut-être y aller. Sauf que du coup, on va se ranger du côté des protestants et on va aller tabasser du catholique alors qu'on est nous-mêmes catholiques. La guerre de 30 ans va donc dégénérer ainsi. Et Cédric, combien est-ce que tu as mis de millions de morts ou de milliers de morts ? J'ai pronostiqué 10 millions de morts. J'ai En peut-être vrai, vu gros. C'est un peu beaucoup, c'est 8 millions. Oh, Sachant que ça va. cette guerre-là, en fait, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'à l'époque, les armées n'ont pas vraiment de train logistique en dehors de ce qu'elles amassent quand elles s'assemblent. Quand elles s'assemblent, elles rassemblent des vivres, etc., des munitions. Mais dès qu'elles sont lancées en campagne, imaginons, genre j'ai une armée espagnole au beau milieu de l'Allemagne, là, elle ne se ravitaille pas, elle n'a pas de train de ravitaillement, il n'y a pas de logistique. C'est-à-dire qu'elles vivent de ce qu'on appelle de la terre. Et elles vont se retrouver à piller, à détruire la plupart des régions sur lesquelles elles se trouvent, et ça pendant plus de 30 ans. Ce qui fait que certaines régions, comme ici en Allemagne, la Haute-Saxonie, etc., on va retrouver avec un taux de mort, c'est-à-dire par rapport au nombre d'habitants qu'il y avait avant la guerre, et combien est-ce qu'il y en a à la fin, une chute de 95% de la population. Parce que c'est là, dans cette partie ouest de l'Allemagne, que vont se trouver la majorité des combats. Et aussi un petit peu au nord, avec la friction avec les... 95% de... Je vous épargne bien évidemment tous les retournements de situation où finalement la Suède, même si elle est protestante, décide que finalement backstab le Danemark qui lui-même veut garder la Norvège parce qu'il y a des conflits régionaux qui se rajoutent aux conflits religieux, etc. Bref, il faut retenir que la guerre de 30 ans n'apporte pas grand-chose au plan religieux. Par contre, ça va redéfinir la carte géopolitique de l'Europe.
Tout ça parce qu'il y a des doutes qui ont été balancés du haut de l'hôtel de ville de Prague, une fois de plus. Et je pense que je manque de temps, si je ne m'abuse, mais je vais passer à la dernière, qui est beaucoup plus récente, qui est en 1948. Pour ça, il va falloir faire un petit peu de... Combien? 1948. Ah oui, à chaque fois on fait Il des va falloir faire un petit peu un léger retour en arrière. Il faut savoir que du coup, la République tchèque et la Slovaquie sont un seul et même pays qu'on appelle la Tchécoslovaquie, fondée en 1918, officialisée au traité de Saint-Germain-en-Laye en 1919 par la France et les Alliés. Et du coup, à sa tête, un certain président, Thomas Garrigue Masaryk, qui du coup va diriger la République jusqu'en 1935. Et à sa suite, ce sera Edvard Beneš. Je vous invite à voir qui est ce monsieur, c'est vraiment un beau gosse. Et puis surtout, il a une importance historique très marquée, vu qu'il a dirigé son pays durant les troupes de la Seconde Guerre mondiale. Mais il faut savoir du coup qu'en 1938, il y a ce qu'on appelle le diktat de Munich, où la Tchécoslovaquie est laissée toute seule. On lui prend les régions qui sont à côté de l'Allemagne, c'est-à-dire toutes ces régions montagneuses tout du long, qu'on appelle du coup les Sudètes, qui sont où il y a une population qui est partiellement germanophone, qui va être du coup mis en exergue par les nazis. Et finalement, il va avoir une discussion entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre et l'Italie pour décider est-ce qu'on leur laisse les Sudètes ou pas? Est-ce que comme ça Hitler se calme? Spoiler, il ne se calmera pas. Et en plus, vu que vous n'avez pas invité à la discussion les Tchécoslovaques, et forcément, ils perdent leur territoire. Et du coup, le pays va aller à volo. Et début 1939, il est entièrement envahi sans un seul coup de feu, à part quelques résistances locales, mais c'est des histoires un peu folkloriques. Un type qui a tenu une division à lui tout seul pendant quelques heures sans mourir, mais parce que les Allemands n'osaient pas trop attaquer. Il faudrait suivre une histoire, un quiproquo un peu bizarre. Mais du coup, on avance. Beneš a des pactes avec les communistes en allant voir Staline, mais il va aussi à Londres. On a des photos de Beneš avec De Gaulle, avec Churchill, etc. Bref, il joue sur les deux plans, parce qu'au fond, il est en Europe centrale. Et donc, du coup, il est bien obligé de jouer avec tout le monde. Finalement. Oui. Et quand la République tchèque et la Slovaquie sont libérées, sachant que la Slovaquie était une entité indépendante mais collaboratrice quand le Troisième Reich avait pris possession des lieux, les deux pays sont rassemblés. Tout comme la France occupée. Un peu plus compliqué. La France est divisée surtout en deux parce qu'il faut construire le mur de l'Atlantique et protéger les côtes principalement. C'est la logique principale. Mais il faut aussi ménager les Français. Comme l'avait dit Hitler, par exemple, si on refait aux Français un traité de Versailles, ça va forcément mal déraper parce que Hitler avait très bien compris que mettre des grosses sanctions sur quelqu'un qui vient de perdre, en fait, il va juste déraper plus loin dans la coque. Ouais. Et donc, du coup, on se retrouve avec un pays qui est libéré par l'armée rouge, donc avec une forte influence communiste, mais vu que Beneš a bien négocié, son gouvernement démocratique reste en place. Et en 1948, il y a des nouvelles élections. Et ces nouvelles élections mènent à un trouble politique où, en fait, il va être obligé, en tant que président, vu que c'est une république parlementaire et que c'est un Premier ministre qui dirige, mais le président peut choisir de dissoudre le gouvernement ou ce genre de choses. Il y a un peu plus de pouvoir que dans une république à l'anglaise, par exemple. Ok. Il n'y a pas de président, mais c'est un peu plus compliqué. On va plutôt prendre l'Allemagne comme comparaison. Mais il va se rendre compte qu'il y a un quiproquo politique et que le pays est en proie à des troubles. C'est pas que ça se bat dans les rues non plus, mais il y a beaucoup de protestations. Du coup, il avait un choix entre choisir les socialistes ou les communistes et il a choisi en fait de simplement démissionner. Beneš est en effet très vieux et quelques mois plus tard il meurt d'une attaque cérébrale et en fait il avait sûrement marre de faire la job et le petit problème c'est qu'il laisse le pays dans un état pas mauvais. Il l'a quand même mené à travers la guerre, mais le petit problème c'est que le destin est en train de s'écrire sans lui et surtout sans personne pour dessiner vraiment. Du coup les communistes vont saisir cette opportunité. Est-ce qu'il y a vraiment un coup d'État fomenté totalement par l'URSS de Staline ou pas, on ne sait pas. Mais tout étant que le gouvernement va être changé et que suite à divers coups de force peut-être interne du gouvernement, on va pousser des gens plus par la porte que d'autres, on va se retrouver à avoir un gouvernement entièrement communiste. Et en 1949, la République populaire et démocratique de Tchécoslovaquie est née. D'accord. Cependant, ça ne va pas se faire sans sang. Quelqu'un va peut-être se faire balancer par la fenêtre. En effet, je vous ai parlé tout à l'heure de Thomas Garrigue Masaryk, qui est le fondateur de cette République tchécoslovaque, et il avait un fils, Jan Masaryk, qui a été, quand Beneš était ministre des Affaires étrangères sous Masaryk, puis ensuite il est devenu président, la personne qui a pris sa place, c'est le fils de Masaryk. Et ce monsieur-là était très influent, logiquement, vu que son père était vachement famous et il n'était pas un mauvais diplomate. Lui, il n'est pas trop chaud pour que les communistes prennent vraiment le pouvoir. Il est vraiment dans la modération. Hein. Il est pour que du moins ça reste une démocratie où au moins on peut voter, etc. Je vous fais une grosse caricature sur le communisme ou pas, est-ce qu'il y a des élections. C'est plutôt comment est-ce qu'on compte les votes.
Mais du coup, ce monsieur-là, on sait déjà à l'avance, et les communistes le savent très bien, qu'il va être une épine dans le pied. Du coup, le matin du coup d'État, on va le retrouver suicidé, jeté par la fenêtre de sa salle de bain. Suicidé, une balle dans le dos. Et il se peut que s'il avait survécu, probablement, et vu qu'il avait beaucoup de place dans les cercles d'intellectuels tchécoslovaques, il aurait pu probablement au moins monter le nationalisme tchécoslovaque contre les communistes, c'était carrément de nouveau le nationalisme tchèque. Sauf que vu qu'il est mort, ça ne s'est pas passé. Donc c'était quelqu'un Ce qui d'embêtant. fait que notre Tchécoslovaquie est devenue communiste. Or, peut-être que vous connaissez l'OTAN, le traité nord-atlantique. Il y a eu plusieurs raisons à sa fondation. Donc on pourrait très bien dire tout simplement, déjà il fallait standardiser les calibres d'armes, c'est pratique, comme ça on peut coopérer plus facilement ensemble, c'est cool, ok. Sauf que vous avez un rideau de fer, comme le dit Churchill, qui est dressé dès 1945, qui sera très effectif à partir de 1961 et le mur. Mais avant même ça, il y a des tensions en fait. On sait très bien que l'URSS et le bloc de l'Ouest, même s'il y a des éléments qui sont parfois entre deux, comme la France, alors plus à l'époque du général de Gaulle, ça revient un petit peu après, mais même la 4ème République sait qu'il faut jouer sur deux chaises à la fois. Ils sont quand même dans l'OTAN, dans le commandement de l'OTAN, c'est-à-dire qu'en cas d'attaque opérationnelle sur l'Allemagne qui est divisée en deux, tout le monde répondra d'un même feu. Ça a été créé en fait suite à diverses tensions, suite à des premières révoltes dont on ne parle pas trop dans l'histoire, qui ont été matées en Hongrie, suite à certains mouvements ouvriers en France, dont on a certaines affiches qui restent encore aujourd'hui, la fameuse affiche du poulpe américain qui s'étend sur la France, etc., et qui dit non aux industries américaines, etc., on veut garder nos emplois. Le fait que parfois les alliances atlantiques ramènent des problèmes comme des manques d'emploi ou des nouvelles choses qui font perdre de la vitesse à l'industrie française, ça fait monter les ouvriers, dont certains syndicats comme la CGT, qui vont manifester contre l'industrie, pas forcément parce qu'ils sont pro-URSS, même si il y a des incohérences, voire même peut-être faudrait-il financer. Mais ça va pousser à créer pas mal de troubles dans ces pays-là, dont en Allemagne de l'Ouest, et forcer à la création de l'OTAN, mais surtout le revirement d'un État démocratique au centre de l'Europe, du côté communiste. Ça va prouver aux dirigeants de l'OTAN futurement qu'à n'importe quel moment, leur pays, ou du moins des pays qui pensent acquis à leur cause, peuvent à tout moment rebasculer sur un coup d'État. Et du coup, il faut formaliser une alliance pour bien rester ensemble, que même si, imaginons, il arrive, quelque chose à la Belgique, le roi se fait renverser et ça va devenir communiste, on peut intervenir chez lui pour le protéger grâce à l'article 5, ou par exemple, si je ne m'abuse, c'est l'article 8 qui permet la protection intérieure des alliés si jamais il y a des troubles politiques. D'accord. Et donc du coup, le fait que la Tchécoslovaquie soit passée rouge aussi rapidement et du fait de sa position géographique est en partie une grande cause de la formation de l'OTAN beaucoup plus tôt que prévu. Et donc du coup, à beaucoup de choses géopolitiques qui forment encore notre monde aujourd'hui, mais ça c'est de l'actualité récente. C'est pour ça que l'Ukraine aujourd'hui veut être absolument dans l'OTAN, c'est-à-dire que suivant les articles, ça forcerait tous les pays à intervenir là-bas. Oui, parce que par exemple l'article 5, par exemple quand on a eu le missile qui est tombé en Pologne, un missile antiaérien S-300 qui est très bien utilisé par les Ukrainiens et dans l'OTAN comme les Russes. Quoi ? La Pologne est dans l'OTAN. La Pologne est dans l'OTAN, et du coup, très vite, on s'est dit, oula, article 5, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir attaquer la Russie. C'est potentiellement la merde. Alors, est-ce que du coup, le missile venait vraiment de Russie, ou alors est-ce que c'est un missile antiaérien ukrainien qui s'est écrasé ? Les deux sont tout à fait plausibles. Et puis les Russes, autant, même si parfois on se disait, ils sont pas assez fous pour faire ça, au final, ils ont quand même envahi l'Ukraine, donc pourquoi pas ? Mais de là déclencher une guerre nucléaire, ou alors jouer avec les nerfs des Occidentaux, c'est quand même assez chaud, donc à voir. Mais oui, en effet, il y a des articles qui prévoient la défense des alliés au sein même de l'OTAN, et qui engagent du coup théoriquement tous les alliés à la réponse par le même feu. Ah ouais. Voilà. Bon, c'était assez dense, et moi j'ai à peu près fini. Mais fort intéressant, comme ces trois histoires... C'était assez confus, je pense, parce qu'il y a beaucoup de dates à retenir, il y a beaucoup de personnages historiques. On a trois époques différentes. Oui. Mais c'est surtout comment est-ce qu'un simple petit pays en fait peut changer le cours de l'histoire et avoir une importance hyper forte alors qu'il est officiellement un pays que depuis 1918. Et ce qui serait encore plus fou, c'est qu'on pourrait faire ça avec, par exemple, dans les Balkans, c'est un bordel sans nom tout le temps. Oui. La Serbie, on pourrait très bien faire pareil en fait avec n'importe quel pays des Balkans. La Macédoine, c'est un pays millénaire, on pourrait faire plein de choses. Alexandre le Grand est dans le Coran, si vous ne le saviez pas. Bref. Il y a plein de choses à raconter sur ce genre de choses-là. On pourrait faire 20 000 mornings, ce serait incroyable. Mais je crois que c'est l'heure de la tienne. C'est magnifique. Sur l'habillage télévisuel français. On va parler un peu de motion design, de numérique, d'animation, tout ça. On va reprendre les bases du cinéma. Oh là là. Et puis on va basculer vers la télévision et vers des animations très kitsch qui sont dans ce thème de cette DA du morning. Est-ce que tu veux qu'on t'apporte un peu de flotte ? Oh non, moi là ça va. Non, ça va aller. Le café coule dans mes veines. Ça va aller. Alors,
mettez pas l'écran tout de suite. Hein. Je vais juste aller sur Discord. Est-ce qu'on a Discord sur ce PC? Alors faut savoir que c'est la première fois que j'utilise Windows 11. Hein. Oh. N'a pas l'air si terrible. J'ai préparé normalement une petite playlist YouTube aux oignons hier à 2h du mat. Je suis prêt à prendre des notes, hein, attention, parce que t'as dit cinéma. Moi, je sais qu'au grand concours, il y a une catégorie cinéma. Ah bah Moi, je suis là pour là, hacker, non, hein. là tu vas avoir des bonnes refs en vrai que tu vas pouvoir regarder après en détail chez toi. Parce que je vais pas pouvoir tout montrer pour des raisons de droit d'auteur et tout. On va passer assez vite. Est-ce qu'on a le retour son quand même un peu? On va regarder Voici- si on a du son. Alors, C'est une rediffusion des années 40. déjà, Renan, Mhm. c'est ton téléphone, t'imagines, tu le veux? Oui. Ah, c'est vrai que ça pourrait m'être utile. Je te remercie. Bien avant que le cinéma arrive, on a eu ces idées de faire du mouvement. Vous savez, il y a le fameux outil avec le cheval qui tourne, et puis quand on se positionne, on voit que le cheval avance, alors qu'en fait, ce n'est qu'une succession d'images qui défilent très vite et qui provoquent l'illusion du mouvement. Mhm. Donc je vais juste mettre du son sur le PC, c'est possible qu'il soit mute. Ouais, il était juste très bas. Ah oui, c'est ça. Donc très vite, le cinéma arrive. Et puis, on a ces fameuses images du train qui arrive en gare de la Ciotat, des Frères Lumière, la sortie d'usine des Frères Lumière qui se trouve à Lyon d'ailleurs. Donc le cinéma est né à Lyon. Mhm. Félicitations. Et puis très vite, on se dit bon, filmer des trucs c'est cool, mais on peut aussi animer des trucs, faire une succession de dessins, les mettre à la suite et provoquer du mouvement. Et puis là, on peut y mettre de la couleur et tout ce qu'on veut. On peut faire une succession de peintures, et ce qui nous donne des courts-métrages dès 1892, comme Pauvre Pierrot de la comédie. C'est ça, la comédie d'Arte, non? Commedia dell'arte. Ouais, voilà, avec Pierrot, Polichinelle et tout. Donc là, c'est une adaptation de finalement le premier dessin animé de l'histoire, dès 1892, avec des couleurs. Donc voilà, on va succéder des images et pour avoir une impression de mouvement, même si on voit que c'est très saccadé, ça reste quand même très stylé. On est quand même au 19e siècle encore. Ouais, Là. pour le coup, oui. Alors, vient ensuite fameux Georges Méliès qui... je vais juste désactiver les notifs Discord. Donc, ne pas déranger. On a Méliès qui nous fait des effets spéciaux sur la Lune, on a ce genre de choses. Donc Mhm. on essaye via le montage, via des cuts, à faire de la magie au cinéma, d'émerveiller les gens. Et puis dès 1938, on arrive à des trucs un peu plus poétiques, un peu plus abstraits pour raconter des images. Donc là, on a un optical poème en 1938, donc même avant la guerre, où on va avoir des images un peu plus abstraites pour nous raconter des images. Pour nous raconter des histoires. J'avoue que là, c'est très abstrait. Pour moi, on dirait genre. Alors, il y La a des caméra est posée à la sortie d'un canon de paintball là. Alors, Mais- il y a des cartons qui sont là un peu pour expliquer, c'est au début, mais bon, on se dit, bon, on peut faire des trucs un peu plus abstraits que du Disney à la même époque, et raconter des histoires avec ça de manière un peu plus poétique, et chorégraphier le tout avec une musique. Mhm. Du coup, simple question bête, tu parlais de montage tout à l'heure. À l'époque, quand ils faisaient leur montage, sachant que du coup, j'imagine c'est sur une bobine. Oui. Le montage, c'est vraiment comme on l'imaginait caricaturalement, Ah oui. découpage au ciseau, etc., réassemblage. Alors, c'est pas vraiment un ciseau, c'est une machine comme une trancheuse qui vient couper la péloche, puis on vient les recoller ensemble. Mais c'est vraiment ça, c'est littéralement la péloche, on la prend, on la coupe, et on assemble, et puis le montage final, on va le foutre dans un proche qui va projeter et défiler les images. Et ce qui fait qu'au tout début du cinéma, on n'avait pas un rythme, une fréquence d'image qui était constante.
Parce que au début, c'était un projectionniste qui tournait le Je truc. pense qu'il a encore du muscle, quoi. Voilà. Et puis après, c'était un peu automatisé, mais c'était pas tout à fait conventionné. Et puis au bout d'un moment, on s'est accordé sur le fait que 24 images secondes, ça suffisait à avoir l'illusion de mouvement sans trop paraître saccadé. Et on s'est accordé sur ce chiffre. Et puis voilà, depuis 100 ans, on fait du cinéma à 24 images secondes. En télé, c'est différent. On est sur du 25 ou du 29 pour des raisons de réseau électrique. Parce qu'il faut savoir qu'en France, nous sommes donc sur un réseau électrique de 50 Hz. 50 divisé par 2, ça nous fait 25. On peut diffuser donc 50 trames en une seconde. Et 2 trames vont former une image. Ah, ok. Tu comprends ? Oui. Tu comprends cette utilité ? Peut-être expliquer, peut-être pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a vraiment une trame ? Alors, une trame, c'est une moitié d'image, c'est-à-dire qu'on va écrire une ligne sur 2. Ce qui nous donne des fois, quand vous regardez des archives sur YouTube, des espèces d'effets de peigne. On va sans doute en voir dans les archives qu'on va voir, parce que c'était des uploads YouTube qui ne sont pas forcément bien réencodés. Et donc du coup, on va voir des effets de peigne dus à l'entrelacement télé. Et donc du coup, les trames sont pas bonnes. Et vous allez voir cet effet, je vous montrerai dès qu'on y arrive. Et donc en France, on est sur un système PAL ou SECAM qui fait du 25 images secondes. Chaque image diffuse du tram par rapport 2 trams pour arriver aux 50 Hz. Au Japon et aux États-Unis, ils sont en 60 Hz. Ah, du coup, ils font 30. Ils font du 30 images. Mais en fait, c'est plus compliqué, c'est du 29,97. Mais restons à 30. C'est très compliqué, c'est encore plus chiant. Mais ce qui nous fait que nous, comme on a moins d'images, on peut se permettre au niveau du débit d'offrir plus de lignes par image. Donc eux, ils ont moins de lignes sur le NTSC Japon et les États-Unis. D'accord. Voilà, c'est ce genre de paramètres d'encodage sur lequel on va jouer. Donc est-ce que tu mets plus d'images, est-ce que tu mets plus de lignes ? Voilà, c'est des choix suivant les systèmes américains ou européens. C'est bizarre de se dire que du coup, le framerate à laquelle est affiché les images sur ta télé dépend en fait de EDF. Oui, totalement. Après, c'est historique maintenant. Oui, aujourd'hui. bien sûr. Mais du coup, si on faudrait faire tout le réseau électrique de France, si on voulait passer, je sais pas moi, à 60, ce serait. Enfin, je sais pas si c'est une idée débile. À l'époque, oui. Aujourd'hui, non, on est tout en numérique. Ça peut, ça a peu d'importance. Aujourd'hui, je me dis peut-être au niveau des installations, il faudra changer. Ce n'est qu'historique qu'on se cale sur le réseau hertzien. Enfin, le réseau électrique. Ce n'est qu'historique et je me suis... Tu en étais à la fin des choses abstraites. Oui, en 1940, ce qu'on va appeler le premier clip musical. Alors, c'est québécois. Ah, tabernacle. Le Merle, qui est plus ou moins une comptine, une chanson chantée par... je pense que ça va l'écrire. Donc là, je suis sur la chaîne YouTube officielle du service public de télévision canadien. Donc c'est une archive. Donc le Merle, voilà. Donc on scanne plusieurs images. C'est du stop motion en fait. Donc c'est vraiment des bouts de feuilles qui sont coupés et posés sur une plaque. Et on va venir scanner toutes les plaques, les ajouter à la suite et ça va nous donner une illusion de mouvement. En fait, c'est on dirait un peu un Draw My Life là en fait. C'est un peu un Draw My Life, ouais. En vrai, c'est marrant, j'aime bien. Et tu vois, c'est très abstrait, tu vois. On ne dessine pas tout de suite le merle et ça nous offre une liberté d'animation. Tu vois, j'aurais quand même reconnu que c'était un piaf à cause du bec, mais... Ouais, on reconnaît bien que c'est un merle. Enfin, un piaf du moins, et puis après, bon, on a la musique qui sert l'animation. En vrai, c'est surprenant. Puis même, en vrai, c'est vachement bien fait. Hein. Pour moi, on a tous cette idée, je pense, très stéréotypée et partiellement vraie, de la télé, genre... dans les années 20, 30, du coup 40, bon c'est la guerre, mais c'est en noir et blanc, et puis il y a des sautes, des coupures, etc. Et alors le son, n'en parlons même pas. On se dit, bon, c'est forcément comme ça. Oui, un peu nasillard. Non, mais il y a des trucs qui ont été très créatifs en télé. Je ne l'ai pas forcément mis dans la playlist, mais nous avons le réalisateur Jean-Christophe Averty. Je vais pouvoir montrer peut-être Jean-Christophe Averty ce qu'il faisait. Jean-Christophe Averty était un réalisateur de télévision dans les années 60 à l'époque de l'ORTF. Et on a eu le passage à la couleur. Cette fameuse image du passage à la couleur à la télévision française en 1967. En live. En live, alors 80%, enfin
La plupart des téléspectateurs n'avaient pas de téléviseur couleur, donc ils ne l'ont pas vu en direct. Pour eux, ça n'a absolument rien changé. Les C'était un riches. luxe d'avoir déjà une télévision, mais en plus en couleur. Et voici la couleur. Le SECAM, le système SECAM, qui est un système propre à nous, à la France. Ah bah quelle surprise, tiens. Une manière d'encoder. Et le SECAM a été inventé par Henri de France, Ah bah, qui est un ingénieur en audiovisuel qui a beaucoup fait pour la télévision, qui a inventé le SECAM. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le siège de France Télévisions se trouve Esplanade Henri de France. d'accord. Et d'ailleurs, le système SECAM est composé de 625 lignes horizontales, dont 576 actives. Et le siège de France Télévisions est composé de 576 lignes, en D'accord. hommage au système SECAM de Henri de France. Ça tient pourquoi SECAM? SECAM, c'est un acronyme. C'est un acronyme qui veut dire séquentiel couleur à mémoire. D'accord. Voilà. Ok. Henri de France. Henri de France. Et donc dès le passage à la couleur, même avant, on exploite le noir et blanc pour faire de très belles choses à la télé, avec les mélangeurs, les premières incrustes. Donc on a Jean-Christophe Averty qui nous propose des véritables shows qui pourraient être vraiment retransmis dans des musées aujourd'hui, qui sont vraiment de l'art à la télévision, hein, quand on dit qu'aujourd'hui on a une image peut-être un peu biaisée de la télévision qui est très peu artistique, mais je veux dire dans les années 60 c'était ça la télévision, quoi. C'était des grands spectacles de ce type chorégraphiés et pour passer à l'antenne, quoi. D'accord. Donc ça c'est Jean-Christophe Averty, c'est ce qu'il était capable de faire. Il y avait aussi dans les années 60 les premières émissions de variété avec tous les chanteurs qu'on connaît aujourd'hui, Françoise Hardy, Sheila, Johnny Hallyday, toutes ces personnes qui émergent dans les années 60 et qui ont fait l'ORTF. Michel Drucker qui a fait ses débuts en tant que Il journaliste est si vieux que ça. à l'ORTF. Oui, Michel Drucker était déjà à l'ORTF. Donc Jean-Christophe Averty faisait ce genre de choses et évidemment quand en 67 on lui dit mais mec maintenant t'as de la couleur, amuse-toi. Voilà. Oh bah là il est reparti le Jean-Christophe, il est reparti. Il est reparti et il nous fait Oh là. des belles choses quoi. La preview avait l'air un peu cursed. Décadrer le fond du décor. Donc c'est ce monsieur Jean-Christophe Averty. Qui n'est pas toujours pas branché, et qui le sera bientôt. Caméraman fera un peu Très bonne blague en régie, très bonne blague. Donc c'est des incrustations sur fond bleu, beaucoup d'incrustations sur fond bleu à l'époque. On n'utilisait pas encore le vert. Pourquoi Vert ou bleu en vrai peu importe, juste le vert aujourd'hui avec nos caméras est plus facile à éclairer. Bah c'est moins commun sur les vêtements surtout. Voilà, par rapport aux couleurs de la peau, que ce soit vert ou bleu, juste il faut pas de rouge quoi, parce que notre peau est rouge. En fin de compte ce sont que des nuances de rouge. D'accord. Donc en fait nous sommes tous de la même couleur en vérité. Ce n'est que la luminosité qui change, mais la teinte est rouge pour tout le monde. La Donc télé on n'est évite pas le rouge. raciste. Hein La télé n'est pas raciste. Oui, tout à fait. Nous sommes tous rouges en réalité. Oula, par contre il a pris quoi son mouton? Donc retourner sur notre merle. Au Québec là. On a aussi dans les années 60 la Linéa, qui est un peu dans la même lignée du merle, un peu 20 ans après. Donc la Linéa, c'était cette série qui passait à l'époque à l'ORTF, puis il y a eu de multiples rediffusions, même encore quand j'étais petit, ça passait encore sur Gulli. Voilà, Ah, il me dit quelque chose ce petit personnage là. Oui, en général, on a tous plus ou moins vu ça. C'est des trucs cultes comme Benoît les Petits, La Panthère Rose. La Panthère Rose qui a beaucoup fait aussi pour le motion design en termes d'animation. Donc tout ça c'est du dessin image par image, c'est-à-dire le mec dessine sa ligne, voilà, tu vois, on le voit. Et c'est du stop motion en fait. Ouais mais... Sauf que là on brise ce quatrième mur, c'est-à-dire que l'auteur est un personnage de l'histoire et vient aider le personnage de la ligne. Vient intervenir un peu comme un Deus Ex Machina pour l'aider. Et donc le personnage qui nous gueule en yaourt en fait crie sur le réal quoi. C'est un peu un truc de sadique quand on y pense quand même. Hein. Voilà. Il torture son personnage.
On va s'éloigner aussi un peu du... On va s'éloigner de la télévision pour revenir un peu au cinéma parce qu'on a en parallèle dans les années 50-60 une personne qui s'appelle Saul Bass qui est une référence mais immense car c'est le premier à vouloir faire des génériques stylés. Autre chose que des cartons ou des génériques déroulants, cette personne a vraiment voulu rajouter un côté C'est quatre traits qui artistique. se rejoignent, on aurait dit un peu James Bond, mais cheap. On en y fait. arrive, on Mais y arrive vu à qu'il James est Bond. avant James Bond, c'est très C'est en fort. 1955, L'Homme au bras d'or avec Sinatra, je crois. Donc Saul Bass va devenir un réalisateur de génériques pour le cinéma. Il travaillera pour Hitchcock, pour de nombreux réals de l'époque. Donc là c'est très abstrait, c'est des lignes. Et on a aussi, donc Saul Bass aussi a fait Ocean Eleven. Là on a un truc un peu plus coloré. Et c'est de toute cette mouvance de générique dont s'inspirent les deux premières OSS qui se trouvent dans les années 60 et 70. Tu as vu les OSS, les premiers Oui. Bah, les premiers OSS sont un peu parodies un peu dans leur générique, les génériques de l'époque dans laquelle le film est ancré. C'est pour ça que le dernier OSS qui se passe dans les années 80 parodie le générique de GoldenEye. Et pourtant, tu vois, c'est ça que je vais te dire, c'est que il fait pas non plus genre, on n'est pas sur une ambiance un petit peu, alors pas néon parce que ça c'est encore autre chose la neon wave, mais on n'est pas autant dans les années 80 que d'autres films. L'affiche reste quand même très, comment dire, je trouvais que ça faisait très film un peu de mafia limite, Ouais. parfois sur les éclairages même. Et on reste quand même, je trouve, pas mal dans les années Giscard, Pompidou, etc. Ah là, on est en plein dedans. Et c'est un style à part et qu'on trouve pas au cinéma. Et c'est peut-être pour ça que des gens vont voir OSS au-delà de l'humour potage de Jean Dujardin et tout. C'est une Madeleine de Proust, c'est une petite praline de retour dans le temps. Et dans le même genre que Soul Bass, on a Maurice Binder, qui lui faisait pareil pour les James Bond, notamment, il a fait d'autres films. Hein. Mais tous les James Bond, en fait, dès Dr. No, c'est devenu un peu une marque de fabrique de faire un générique hyper stylé. Et encore aujourd'hui, les génériques des James Bond sont des masterclass, hein, toujours avec ce barrel dès le premier opus de James Bond. On a la scène d'ouverture de Skyfall qui est mythique, GoldenEye avec Tina Turner, les flammes, les gonzesses à poil qui se dandinent, enfin bien les années 90, tu me diras. Donc on a une espèce de dot qui se synchronise avec la musique, donc c'est très stylé. Donc ça c'est Maurice Binder. Et puis vient le numérique. En 58, Et oui, quoique, c'est pas illogique, mais ça me surprend qu'ils sont pensés utiliser du numérique dès 58. et oui, dès 1958, Alfred Hitchcock réalise le film Vertigo. Vertigo a apporté beaucoup de choses au cinéma, notamment l'effet Vertigo, qui est en fait un timelapse compensé qui donne... Tu vois ce que c'est le timelapse compensé ? Non, pour le coup, il vaudrait mieux que tu l'expliques. En fait... Ah oui, pardon, j'ai dit un timelapse compensé. Enfin, pardon. C'est un travelling compensé. Alors on a le travelling compensé de Vertigo. Le plus parlant, c'est pas forcément celui de Vertigo, c'est plutôt celui des Dents de la Mer. Regarde ce qui va se passer. Ah ouais, le décor Voilà. bouge différemment par rapport au personnage. On va dézoomer avec l'objectif, donc ça va déformer et on va avoir plus de perspective sur l'arrière. Mais en même temps qu'on va dézoomer, on va s'avancer avec un rail En pour fait, que le visage soit à la même hauteur, tu vois, dans le cadre. En fait, c'est le truc qu'il y a autour de l'objectif de l'appareil photo, il va tourner en même temps que toi tu te rapproches. Oui, et il faut que ce Ok. soit très calculé et millimétré pour que l'effet marche. Et ce qui nous donne cet effet de déformation. Ouais, tu regardes ça pendant une heure, t'as la gerbe en fait. Ah oui, mais ça a son effet. Et Hitchcock, lui, l'utilise. Hitchcock l'utilise dans une cage d'escalier où on est vu de haut.
Et le film, Vertigo, le film parle de vertige, effectivement. On n'aura pas l'extrait. Travelling compensé. Mais je pense qu'on l'a là-dedans en fait. Hein. Oui, c'est ça. On a la cage d'escalier. Ah non, c'est Psychose ça. Wow. Voilà l'effet. Super. Nickel sur Twitch. Oh, le jeu d'acteur compensera. On nous dit en régie qu'il y en a un dans Men in Black 3 par exemple. Est-ce qu'on va le trouver? Seigneur des Anneaux. Oh, ça va être compliqué. C'est ça? Non, c'est pas ça. Bon, J'imagine non, que s'il c'est là. saute, je pense. Hein. En fait, c'est souvent pour donner une sensation de vertige, pour troubler le spectateur, enfin voilà. Hmm. Donc, donner un peu une sensation de nausée. Mais ce n'est pas du tout le propos en fait, parce que Vertigo a apporté bien d'autres choses. Je trouve très daté ce film là. Ah, pour ses effets un peu. C'est à quel moment Guillaume? C'est par là? Ah, sur la chute. Ouais, le film a très mal vieilli, je trouve. Bah, il est récent, et il a quand même. Il doit avoir 15 ans maintenant. Au début 2010, un truc comme ça. À l'arrivée. Ah oui, bah oui, c'est là. Ah oui, c'est quelque chose. Là, ça déforme le visage. D'accord. Bref, Vertigo apporte d'autres choses, il apporte les premiers effets numériques. Alors, quand tu vas dans des salons de motion design, parce que oui, ça existe, quand tu écoutes des motion designers, beaucoup vont te dire « Oui, mes inspirations, c'est Vertigo, c'est magnifique. » Je trouve ça terriblement kitsch et mal vieilli. C'est historiquement un banger et une première fois au cinéma. Mais dire que ça, c'est notre inspiration encore aujourd'hui, Oui, il faudra mettre à jour, c'est ça que tu veux dire. ça me fout le seum, quoi. Ah oui, on a pris grave du retard, moi. J'ai encore plein de choses à expliquer, moi. On va déborder un peu sur le temps, si tu me permets. Oh, Donc c'est mais- ça. Là, c'est un effet numérique qui inspire apparemment encore aujourd'hui beaucoup de motion designers. On dirait un peu le logo du Blu-ray, quoi. Mais sinon... Et après, c'est un générique classique, hein, en somme. Et on va revenir à la télé parce que vient la 3D. Oh là, oh non, pas les premières 3D, je sens que ça va être un massacre. Voilà ce qu'on faisait aux Ah non. États-Unis dans les années 80. C'est pas mauvais en fait. Et oui, une sacrée longueur d'avance des ricains. Non, ça a de la gueule. Oui, oui. Le néon, la musique, on y est là, on est en plein dedans. Bah disons que là, je suis prêt à regarder le talk show. Hein. Avec la musique et tout, c'est magnifique. Donc on a plein de trucs de la sorte. La 3D qui émerge du coup, à l'époque où Pixar aussi est fondé et commence leur premier court-métrage d'animation, avant d'aboutir en 95 avec leur premier long-métrage Toy Story. Mais si tu me permets juste le petit parallèle, j'empiète, Oui. je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est fou parce que la 3D, le fait de visualiser des choses en 3D sur un écran d'ordinateur, etc., et même vu que le numérique, ça date de plus vieux que ce qu'on pense, bah en soi, ça faisait très longtemps, c'est juste qu'on savait pas comment l'utiliser. Par exemple, il y a un truc dans les années 70 qui est dingue. Dassault, on les connaît pour faire des avions de chasse. Dassault était le premier à faire un logiciel 3D pour faire des pièces, genre comme un SolidWorks. Et ça, c'était fou. Et quand tu vois les photos de l'époque, tu te dis, mais Ah ouais. ils ont un Minitel et les gars sont en train de te faire un avion de chasse dessus. Mais globalement, l'armée ont tout inventé, quoi. Je veux dire, Internet, c'est eux. Ah oui, oui, bah, toutes les technologies de communication, c'est très très fort. Et puis on a MTV hein, qui émerge à l'époque.
Petite anecdote d'ailleurs, le premier clip diffusé sur MTV, c'était Video Kill de Radio Star. Qui est, on peut voir Hans Zimmer d'ailleurs dans le clip qui joue du synthé. Il était tout jeune à l'époque avec des cheveux un peu longs. Mais il a quel âge, Hans Zimmer? Ah bah, il doit être daté aujourd'hui. Mais il doit avoir 70 balles. Et donc ce message très fort, Video Kill de Radio Star, qui marque un tournant dans la télévision, car maintenant on va utiliser de plus en plus de clips vidéo. Et donc MTV va jouer beaucoup avec des jingle pubs qu'on est en train de voir actuellement. Réalisés en stop motion, des fois en effet numérique, des fois en animation traditionnelle. Mais MTV va beaucoup jouer sur l'image accompagnée de la musique et va révolutionner le clip en fait, et laisser ouvrir une porte à beaucoup de personnes qui feront par la suite du clip, comme Michael Jackson qui débarque en 82 avec Thriller qui est monumental, introduit par Michel Drucker sur Champs-Élysées sur Antenne 2 à l'époque. Grand moment ça. Donc Thriller, un court métrage carrément de 14 minutes. On a aussi Take On Me, qui est aussi un des clips faits en numérique. Ils sont mis à chanter là-bas. Hein. Évidemment, le Super Bowl, la messe traditionnelle aux États-Unis, bénéficie du plus gros standing d'animation de l'époque. Hein. Voilà. Bah, en vrai, là, ça me paraît kitsch, mais ça devait être dingue quand même. Hein. Enfin, surtout, les audiences du Super Bowl, on s'en rend pas compte parce qu'on est européen, hein. Mais c'est une bête de truc. Hein. Ça, c'est du numérique, mais on fait ça sur des ordinateurs qui sont des machines faites pour ça. Ah, c'est-à-dire qu'on développe l'ordinateur juste pour faire de la 3D? Oui. Ah ouais. Pas genre juste on développe des logiciel ordinateurs qui ne font que ça. Et vient 1993, et puis l'âge d'or 95, où un logiciel arrive sur le marché, After Effects. J'ai cru que tu allais me dire, ils ont inventé la carte graphique Nvidia Quattro là. After Effects, qui est un logiciel que tout le monde peut se procurer sur un personal computer. Et donc voici la démo reel d'After Effects. Hein, donc ça devient de plus en plus accessible. Alors de plus en plus accessible, entendons-nous, t'appuies sur play et tu reviens demain pour voir le cache, qu'est-ce qu'il a fait. Le temps rendu devait pas être dégueu. Voilà, c'était horrible à manier, c'était une usine à gaz, le truc, c'était vraiment horrible. Mais After Effects a simplifié énormément de choses. Et donc du coup, on a un renouveau au niveau des... On a un renouveau au niveau des génériques, notamment Seven, qui c'est qui a fait le générique de Seven? Cal Cooper, dont Godard admire le travail. Godard a dit qu'il arrive à donner un sens à des mots avec ce générique. Le générique de Seven qui est fait sur After Effects. D'accord. C'est aussi la même période au niveau du montage. Avid arrive sur le marché et on arrive du coup sur des bancs de montage non linéaires, full virtuel. Donc ce qu'on connaît aujourd'hui avec Premiere, Final Cut, qu'on utilise. Sony Vegas bien sûr. Donc on arrive dans l'époque qu'on connaît aujourd'hui, juste les machines n'étaient pas aussi performantes qu'aujourd'hui, mais c'est toujours aujourd'hui la même façon qu'on va faire du montage et réaliser la plupart des effets spéciaux en motion design avec After Effects, qui est aujourd'hui encore indétrônable. Hein. Chaque année, on a quelqu'un sur le marché qui espère concurrencer After Effects, mais faites qu'After Effects est là depuis 30 ans. Je t'avoue que je connais et je sais pas quel autre logiciel fait comme After Effects peut-être. Je peux t'en citer d'autres, mais... Oui, mais toi tu travailles dedans. C'est totalement caduc. Donc ça c'est les States, on a vu beaucoup de 3D, et puis en France on est un peu en retard. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? On est un peu en retard en France. On est encore en train de faire de la un peu en retard sur le peinture. morning, mais moi perso ça me régale, donc on va déborder un peu. Voilà, donc les jingles de régie publicitaire française, régie française de publicité. Donc sur Antenne 2 on a fait cette fameuse pomme qui est culte avec ce jingle dont tous vos parents ont encore en tête aujourd'hui. Et sans transition, voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Autrement dit que les ricains, on a vite rattrapé le retard et en France, on peut se vanter d'avoir des très bons jingle pubs. Alors, je dis aujourd'hui, mais c'est TF1 n'utilise plus ces jingle pubs aujourd'hui. Mais ça, c'est full 3D avec un rendu très photoréaliste. Ah oui, les marmottes de France 3. Oui, on a les marmottes de France 3, bravo. Les marmottes de France 3, bien sûr.
Et quand j'étais petit, pour moi, les marmottes, genre, c'était des vrais et genre juste ils avaient doublé. Mais Mais non. non, c'est full France En 3. fait, quand t'es petit, t'es crédule, mais quand même, quoi. Je pourrais vous parler aussi de l'habillage de France Télévisions des années 90. France 3 a toujours eu cette image de triptyque en plus des. Donc tout ça, c'est de la 3D. Hein. Le rendu des poils, tout ça, ça doit être monstrueux, quoi. Voilà. Donc c'est l'agence. Je me rappelle plus le nom de l'agence qui fait ça. Je l'ai su sur LinkedIn. Je me rappelle plus. J'ai pas envie de dire une bêtise, donc je vais rien dire. Voilà, donc des références au cinéma. Hein, au cinéma, parce que France 3 est historiquement une chaîne qui diffusait du cinéma. On avait la dernière séance présentée par Eddie Mitchell qui introduisait le film du soir. C'était avant que Canal commence à avoir ce genre de monopole sur les derniers films. Ouais, France 3 qui s'appelait FR3 d'ailleurs à l'époque. Donc c'est là où on bombardait les westerns à l'époque. Donc France 3 a toujours eu cette dimension un peu cinoche. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui sur TF1. Hein. Ça rappelle un peu les jingle pubs sur Francis. Voilà. En vrai, c'est un peu plus fade. C'est propre, mais c'est un peu fade. Ouais, c'est des vraies images, mais on a, voilà, ils ont cet effet un peu glace-morphisme. Mais bon, pour arriver là, TF1 est passé par là. Oula. Donc TF1, les premiers à expérimenter la 3D pendant qu'Antenne 2 était encore avec leurs pommes là. D'accord. FR3 vous souhaite une douce nuit. Et puis FR3 encore à la ramasse. Hein. Bonne nuit. Je sais pas ce qu'ils avaient avec ces histoires d'œil. Donc à l'époque, les 3 chaînes c'était du service public hein, avant que TF1 soit privatisé et envoyé à Bouygues. FR3, donc France Région 3. Et puis il y avait un waiting screen. Voilà. Finalement, bon, on n'a rien inventé, quoi. Hein. Même les trucs les plus nuls, ils ont déjà été inventés par la télé. Le jingle de la 5. TF1 change son logo en 85 avec ce store vénitien. Et là, j'adore. Ah, ça, j'adore. Ça, j'adore. Là, on y est, quoi. La synthwave, les néons, Phénomènes extraordinaires pour une étonnante les bandes annonces de enquête. l'époque avec les speakerines qui te spoilent le film. Hein. Dans quelques instants, Le commissaire Moulin, bien sûr. J'adore ça. Pour moi, c'est ma DA un peu, mais il est un catchy, peu plaisir coupable de TF1. Pour tout achat d'une Fiat neuve. Une Fiat en forme. Voilà, c'est magnifique. D'accord. Et puis la speakerine qui vient nous expliquer. Oh, le logo incrusté sur l'image, très fort. Alors les speakerines, 5 ans après, il n'y en avait plus. Hein. D'ailleurs, le dernier speakerin, du coup, à France 2, c'était Olivier Mine. Et Olivier Mine a introduit en tant que speakerin le premier épisode de Fort Boyard, qui présentera plus tard, 10 ans plus tard. D'accord. Donc Olivier Mine, c'était plutôt des femmes, les speakerines, et Olivier Mine fut le premier homme sur Antenne 2 à arriver. D'ailleurs, elle parlait plus à la deuxième personne, plus personnellement. Il disait « j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il a à dire », etc. Elle parlait d'un homme politique, celui qui est succédé à Georges Marchais. Ça, on le fait beaucoup moins. Ils sont plus impersonnels maintenant, un petit peu, les présentateurs. À part dans leurs séquences spéciales, comme pour Delahousse, par exemple. Sur la Donc 2. les speakerines aussi, quand il y avait un problème d'antenne, parce que ça arrivait, hein, des fois on diffusait un film, sur bande et la bande coupait. Donc le film il a interrompu. Bah, bonjour à tous. Donc t'as une speakerine qui prend l'antenne en urgence en mode désolé les refs, tu vois. Genre littéralement ce qu'a fait Mathieu à 8h parce qu'on n'était pas prêts, tu vois. Mhm. Donc on faisait ça à la télévision et Canal, qui était la première chaîne privatisée, puis les gens payaient un abonnement quand même, Mhm. diffusait 2 bobines avec 2 films. Ce qui fait que si ton film coupait, s'il y avait un souci, on switchait sur un autre film. Oui, ça n'a aucun sens, mais bon, Mais au moins, les gens sont occupés. sans interruption quoi. En vrai, c'est logique, moins de réclamations, surtout Oui, sur un oui. service payant comme ça. Il y avait un backup. Et puis en 87, alors ça a duré 3 mois ça, de janvier 87 à avril, mais j'adore parce que ça provoque encore aujourd'hui un effet Mandela. La une, voilà. Donc là c'est l'époque où la DA de TF1 s'est dit on va tout jouer sur l'appellation la une.
Alors que la télé s'appelait encore, la TF1 s'appelait encore TF1, mais voilà, on était encore, on jouait avec ce, il y en a qu'une, c'est la une. Voilà, Guy Lux. Et ce qui fait que il y en a qu'une, c'est la une, incroyable, jingle incroyable, et ma mère s'en rappelle encore. Et ma mère est persuadée, j'ai beau lui prouver le contraire, ma mère est persuadée qu'à l'époque TF1 s'appelait la une. À cause de ces jingles qu'on répétait à foison, il y en a qu'une, c'est la une. Et on ancrait ça dans la tête au tel point qu'aujourd'hui on dit encore mais la une, mais la deux, tu vois, enfin, tu vois, on prononce pas forcément le nom de la chaîne, mais plutôt le canal. Pour moi, on disait simplement ouais, bah, mets la une parce que c'est la première. Ouais, mais la une parce que c'est le mais canal on dit pas 1. mets la première. Ouais, On mais dit mets la une. C'est surprenant. il y en a qu'une, c'est la. Et là, tu vois, en une minute, on a eu 2 jingles, il y en a qu'une, c'est la une, donc ça devait être répété dans les récrés à l'époque. Et du coup, au bout Carnaval, qui était la première émission de Patrick Sébastien. Mais du coup, au bout de 6 mois, ils ont abandonné. Ouais, ça a duré, cette histoire de la une, ça a duré de 87 à été, c'était déjà fini ce délire, quoi. D'accord. La mire de Baf, Génération Télévision, une bonne chaîne où il y a beaucoup d'archives de la sorte. Passion habillage. Moi j'adore ça, moi. Je trouve ça Ah, magnifique. j'ose croire. On va arriver sur la fin. On va arriver sur la fin de notre chronique. Donc là, c'est les. Ah, Jean Massier, très bien. Bon, on est à la fin. On est à la fin de ma chronique là. Je vais juste vous donner une référence si vous voulez approfondir plus loin. Un site magnifique qui s'appelle le Nodal. Quand tu t'ennuies, mec, tu sais pas quoi faire, va sur le Nodal. Le Nodal. Le Nodal, c'est incroyable, c'est quelque chose que Lina ne fait pas. Lina, l'interface. oui, alors, c'est moche. Mais Lina n'archive pas les jingles pubs et les génériques, il n'archive que les programmes, mais pas les séquences pubs. Donc, c'est pas très intuitif, donc je vous fais un tuto express, vous appuyez sur Connect ici. Et là, vous pouvez sélectionner votre chaîne, votre émission et l'année. Donc, par exemple, je veux voir ce qui se faisait sur TF1. Je veux voir ce qui se passait sur TF1 en 1990. Je tape 90 TF1 et j'ai toutes les archives de 90 de TF1. On a après le générique du Trésor qui s'ouvre dans un pop-up. Ah, il y a déjà cette musique-là, là. C'est à ce moment en 90 que c'est arrivé. Incroyable, la musique incroyable. Jean-Pierre Pernaut, hein, le Trésor, tout ça. Donc c'est un remix des Dents de la Mer. Maître Gims a encore remixé le truc récemment. Ah bon, au Qatar? Non, Maître Gims s'était invité sur le plateau du 20h et il a fait « Oh, je vous ai fait un petit remix juste pour aujourd'hui. Voilà, un truc un peu plus dansant. » D'accord. Donc c'est bourré d'archives, ce site, c'est incroyable. Il y a tous les archives de jingle pub, de bandes d'annonces. Il y a même mon travail, hein, on peut voir. Il y a mes bandes d'annonces que j'ai fait à France 2 sont stockées sur ce Si vous regardez auto-promo, là, c'est le moment. Tu vois, les Monsieur jingles bandes Kaiser d'annonces. se vend. Noël de fête et grande soirée réveillon lundi à partir de 20h40. Et puis on a plein de chaînes. On n'a pas que TF1, tu vois. On a tout un panel de chaînes. Télébocal. Il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est. Hein. TPS Star. Virgin 17. Oh là là. Télétoon. Teva, Télé-Québec. On a même la RTS, hein, on a la Suisse un peu. Ah, il y a les Suisses. Ah, ça, c'est très fort, ça. FR3, et puis on a les vieilles chaînes, on a l'ORTF. Hein. On va pas mettre de date précise pour l'ORTF. Mais voilà, on a les jingles pubs, on a les extraits aussi des présidentielles. Les présidentielles sont très... J'en parle aussi sur ma chaîne YouTube perso, j'ai une chronique où j'explique que Moins de 10 secondes. les révélations des présidents de second tour sont très ancrées dans leur époque d'habillage télé. Je veux dire, tu vois, alors, tu vois là, il n'y a pas encore le numérique, c'est vraiment un truc genre TP d'art plastique de 6ème où on te met une espèce Il est d'horloge. propre, hein, leur TP d'art Et plastique. Mais... Théma le cadreur qui redresse parce qu'on n'a pas l'estimation dans le cadre. Attends, je dormais. Ah, c'est très artisanal, hein. On est en 74, on est sur la fin de l'ORTF parce que Giscard, notre maître à tous,
lancera après, dissoudra l'ORTF pour créer plusieurs entités qui sont l'ancêtre du CSA, j'ai oublié le nom, puis l'INA qui archivera tout, et puis TF1, Antenne 2, FR3, donc ça a été splitté en plusieurs services publics, puis Radio France aussi pour la partie radio. D'accord. Donc voilà, je pourrais encore en parler pendant des heures, mais il va falloir rendre l'antenne au bout d'un moment. Bah, moi, je pense, avant qu'on rende l'antenne, franchement, si tu fais un prochain morning ou une autre chronique dans un autre Francis, franchement, l'histoire de Canal+, je sais pas si tu t'y es déjà intéressé, mais je pense que ça pourrait faire une super chronique, et puis c'est rocambolesque. Je vais te montrer en off, j'ai un livre dans ma valise. Oh là là, attends mais... Mais l'histoire de Canal+, la privatisation, tout ça. Je peux aussi vous envoyer pas mal de refs de doc si vous voulez. Mais le nodal, ça reste quand même abordable pour tout le monde à part l'interface du site. Mais je veux dire, vous pouvez naviguer dedans et voir ce qui se faisait à l'époque. Bon, vous avez aussi YouTube, hein, mais le nodal est très pratique pour sa navigation. Et puis ils essayent en général de mettre la meilleure qualité qu'ils ont. Donc voilà. Ok. Merci d'avoir suivi ce morning. Tu peux peut-être te mettre à côté de moi pour Ah oui, c'est conclure. vrai. Moi, ce fut un plaisir. On a appris beaucoup de choses. On est De passé. J'espère qu'on aura été à peu près digeste. Ouais, on va lancer une pub et puis changer de plateau pour accueillir Guillaume et Benjamin qui vont monter un PC. Le Francis Tech Tips, il nous rappelle le nom. Sur Francis Tech Tips. C'est pas du tout plagié à quelqu'un. Une ça, référence à Linus Tech Tips. Ouais. C'est au moment de faire le planning, j'ai fait, il faudra un nom quand même pour cette émission. Allez, Francis Tech Tips, let's go. Donc là, on va manger de la carte graphique. Hein. Vraiment, nous quittons les années 70-80. On sait qui est l'heureux bénéficiaire du PC monté. Ah, c'est Guillaume. C'est Guillaume qui est. En fait, Guillaume a profité de Francis pour monter son nouveau PC. Ah, il est malin. Donc Et puis il y aura mis une le but. assistance sur un des PC des joueurs. Oui, un SAV. Alors, s'ils sont levés, on peut souffler les. Ils sont pas tous levés, clairement pas. On peut refaire la pâte thermique d'un PC. Enfin, on verra. On va s'amuser. En régie, on est prêt pour lancer la pub. Ciao, merci de nous avoir suivis.